Bonsoir à tous et bienvenue dans le Grand News. Ravi de vous retrouver en ce samedi soir. À la une de l'actualité ce soir, voici les grands titres que nous allons développer ce soir. Grève des taxis face à la mobilisation grandissante. Le gouvernement cherche une issue. François Bayrou promet d'ailleurs de retravailler le détail de la convention dès mardi. De son côté, il appelle notamment à la paix. À Arcachon, il était condamné pour naïf. Tension commerciale, Donald Trump menace l'Europe via la guerre commerciale entre les deux puissances. Et d'ailleurs, malgré une baisse de l'inflation, la consommation reste à la peine en France. Les ménages d'ailleurs prudents limitent leurs dépenses, une tendance préoccupante selon les économistes. J'ai une partie des Alpes-Maritimes suivent dans ce journal. Nous partirons à Gaza puisqu'un nouveau drame dans le conflit est en cours en ce moment. 9 enfants d'un couple de médecins palestiniens ont été retrouvés morts après une frappe israélienne. Un bilan insoutenable dans une guerre qui continue de faucher des vies innocentes. Et puis dans ce journal, nous partirons à Paris où une mobilisation est inédite. Des personnes en situation de handicap manifestent pour dire non à l'aide à mourir. Elles dénoncent une loi qui, selon elles, menace leur droit fondamental à une vie, une question de dignité. Pourquoi ces militantes refusent que la société décide à leur place de ce qui est une vie acceptable selon elles? Un cri de cœur face à un projet de loi jugé dangereux. Ce sera l'enquête du Grand News ce soir. La colère des chauffeurs de taxi ne faiblit pas. En cause, la nouvelle convention en cours de négociation, jugée trop inadaptée pour une grande partie de la population. Ce samedi, une délégation a été reçue au ministère des Transports. François Bayrou s'est d'ailleurs interrogé à retravailler le texte dès mardi, tandis que le Premier ministre appelle à un dialogue collectif. Retour sur cette journée de discussion tendue et sur les attentes des chauffeurs avec ce reportage signé Bernard Fleury. Ce samedi 24 mai, en plein cœur de Paris, les rues aux abords du ministère des Transports ont été marquées par une mobilisation silencieuse, mais déterminée. Une centaine de taxis à l'arrêt, moteurs coupés, gyros allumés. Des chauffeurs venus de plusieurs régions pour dire non à un texte qu'ils jugent incompréhensible et injuste. Au centre de leurs revendications, la nouvelle convention tarifaire et réglementaire actuellement en négociation. Un projet qui, selon eux, menace directement l'équilibre de leur profession. Barème de remboursement jugé trop bas, nouvelles obligations administratives, perte d'autonomie. Les chauffeurs dénoncent une réforme, pensée sans eux, et redoutent une précarisation accélérée de leur métier. Après plusieurs jours de tension, une délégation a finalement été reçue en début d'après-midi par les équipes du ministère des Transports. Pendant près de 2 heures, les représentants syndicaux ont exposé point par point leurs inquiétudes. Une réunion qualifiée de « sérieuse et ouverte » par les participants, mais qui, à ce stade, ne règle rien. Quelques heures plus tard, le haut-commissaire au plan, François Bayrou, s'est exprimé publiquement. Il s'est voulu rassurant, évoquant un calendrier rapide, « Nous allons retravailler le détail de la convention dès mardi. » Aucun point n'est définitivement arrêté. Un engagement salué, mais accueilli avec prudence par les chauffeurs. Car pour beaucoup, ce n'est pas la première fois qu'on leur promet des réajustements sans lendemain. De son côté, le Premier ministre a également pris la parole. Il a insisté sur la nécessité d'une réflexion collective et d'un dialogue durable. Il est nécessaire que l'on y réfléchisse ensemble, a-t-il déclaré, évoquant un contexte tendu qui nécessite de la concertation plutôt que de la confrontation. Ce nouvel épisode intervient alors que la profession subit de plein fouet les conséquences de l'inflation, de la concurrence accrue des plateformes de VTC, et d'une image en déclin. Pour de nombreux chauffeurs, cette réforme pourrait être celle de trop. En attendant la reprise des négociations prévues mardi, le mot d'ordre reste inchangé, mobilisation. Et si les discussions n'aboutissent pas à des modifications concrètes, certains syndicats menacent déjà de durcir le mouvement dans les jours à venir. C'est un drame qui bouleverse tout le bassin d'Arcachon. Un jeune enfant a perdu la vie, percuté en mer par un bateau à moteur. Le pilote de l'embarcation, un pêcheur pourtant professionnel, avait déjà été condamné pour usage de stupéfiants. Pourtant, il continue à naviguer. Comment cela a-t-il pu être encore possible? Qui délivre les autorisations? Y a-t-il eu des défaillances dans les contrôles? Éléments de réponse dans cette
dans cette édition signée Antoine de Saint-Exupéry. Samedi dernier, au large d'Arcachon, un drame effroyable. Un enfant de 7 ans est mort percuté par une embarcation à moteur alors qu'il se baignait près du rivage. Très vite, les secours sont intervenus, mais il était déjà trop tard. Le pilote du bateau, un pêcheur professionnel de 41 ans, a été interpellé puis placé en garde à vue. Ce que révèle rapidement l'enquête, l'homme avait déjà été condamné en 2021 pour usage de stupéfiants au volant, et pourtant, il continuait de naviguer. Elle n'était pas sous l'emprise de drogue au moment du drame, mais son passé interroge. Pourquoi aucune restriction n'a été prise quant à sa navigation? Cette question pose donc problème. La préfecture maritime, interrogée, renvoie à l'absence de suspension automatique du permis bateau en cas d'infraction routière liée aux stupéfiants. Une faille réglementaire, selon certains avocats. Ce qui est choquant ici, c'est qu'on ne fait pas le lien entre la route et la mer. Or, piloter un bateau à moteur, c'est tout aussi dangereux, nous dit un avocat. Selon nos informations, le pêcheur n'avait fait l'objet d'aucune alerte ni retrait de permis maritime, malgré sa condamnation antérieure. Il était même toujours autorisé à transporter du matériel et exercer en mer. Une enquête judiciaire est en cours pour homicide involontaire. La famille, en état de choc, réclame des réponses. Dans un communiqué, elle évoque une incompréhension totale et demande une réforme des conditions d'aptitude à la navigation. Ce drame relance une question: faut-il renforcer les contrôles et croiser davantage les fichiers routiers et maritimes? Une réflexion que les autorités pourraient être contraintes d'engager, sous le poids de l'émotion. Première alerte pour l'Europe. Donald Trump brandit à nouveau les menaces des taxes douanières. Le président américain a annoncé vouloir imposer jusqu'à 50% des droits des douanes sur les importations européennes à partir du 1er juin prochain. Une déclaration qui inquiète à Bruxelles et relance les tensions commerciales transatlantiques. Reportage signé Elisa Roux. A déclaré vouloir taxer jusqu'à 50% les produits européens. Une annonce à effet immédiat, les marchés financiers réagissent et Bruxelles s'inquiète. Ce n'est pas la première fois que l'Europe se retrouve dans le viseur de Donald Trump. Déjà en 2018, une guerre commerciale avait été déclenchée, notamment sur l'acier et l'aluminium. Aujourd'hui, les propos visent plus large: produits agricoles, automobiles, technologie, rien n'est épargné. Pour les analystes, cette stratégie s'inscrit dans une logique électorale: séduire l'électorat protectionniste et affirmer la puissance américaine. Cette déclaration de Trump vise avant tout à créer un rapport de force. Il cherche à montrer qu'il peut défendre l'industrie américaine coûte que coûte. Mais à Bruxelles, l'inquiétude grandit. Car une riposte européenne entraînerait un effet boule de neige sur les échanges mondiaux. À quelques mois d'échéance électorale cruciale aux États-Unis, les Européens scrutent les moindres déclarations de Donald Trump. Car derrière les mots, c'est une véritable bataille économique qui se dessine. Au-delà des enjeux diplomatiques, la menace de surtaxe américaine pourrait avoir un impact bien réel sur le quotidien des Français. Car derrière les produits exportés vers les États-Unis se cache un équilibre fragile de toute la chaîne de production. Premiers concernés, les secteurs les plus exportateurs. L'agroalimentaire, le vin, les cosmétiques ou encore l'automobile pourraient subir de plein fouet la hausse des droits de douane. Moins de débouchés à l'étranger, c'est potentiellement moins d'activités, et donc, des répercussions en cascade. Si les entreprises vendent moins, elles produisent moins. Et cette baisse de production peut à terme affecter l'emploi, notamment dans certaines régions fortement exportatrices. Conséquence directe, une pression sur l'emploi, mais aussi des risques de hausse de prix sur certains produits. Car si la riposte européenne venait à s'accompagner de nouvelles taxes en retour, les consommateurs français pourraient, eux aussi, voir certains prix grimper. Et dans un contexte où le pouvoir d'achat reste une priorité pour de nombreux foyers, cette tension commerciale tombe au plus mauvais moment. Si la guerre des mots se transforme en guerre économique, ce sont bien les consommateurs qui risquent d'en payer le prix, à la caisse, mais aussi sur le marché de l'emploi. À Gaza, l'horreur semble jamais s'arrêter et cette fois, ce sont des enfants d'un couple de médecins palestiniens qui ont perdu la vie. 9 frères et sœurs âgés de quelques mois à une dizaine d'années, tués dans leur sommeil chez eux
dans ce qui devait être un lieu de sécurité. Leur maison a été touchée par une frappe aérienne israélienne dans un quartier résidentiel de la bande de Gaza. L'armée israélienne a reconnu l'opération et indique qu'un examen est en cours pour comprendre les circonstances exactes de ce tir. Mais pour cette famille et pour d'autres aussi, le mal est déjà fait. Ce drame soulève de nouvelles questions sur la conduite des opérations militaires dans cette guerre et sur le prix humain que paie la population civile. Reportage à Gaza sur place dans un contexte de plus en plus intenable. Regardez. Gaza, quartier résidentiel de Tal Al-Awa. Il est un peu plus de 2 heures du matin quand une frappe israélienne pulvérise cette maison familiale. À l'intérieur, dormait une famille entière. 9 enfants, tous issus du même couple, un père et une mère, médecins respectés dans un hôpital local. Le bilan est insoutenable. Aucun des enfants n'a survécu. Certains avaient à peine 2 ans. Le couple grièvement blessé a été transporté à l'hôpital. Leur état est jugé critique. L'armée israélienne confirme avoir mené une frappe dans la zone et affirme qu'un examen opérationnel est en cours. Selon Tsahal, la cible initiale aurait été un lieu de stockage ou un point de commandement du Hamas situé à proximité. Mais pour l'heure, aucune preuve n'a été fournie publiquement. L'émotion dépasse les frontières de la bande de Gaza. Plusieurs ONG dénoncent une violation du droit international humanitaire, appelant à une enquête indépendante. Depuis le début de l'offensive, plus de 10 000 civils ont trouvé la mort à Gaza, selon les autorités locales. Un chiffre impossible à vérifier de manière indépendante, mais qui donne une idée de l'ampleur du désastre humain. Aujourd'hui, une famille entière est brisée, et 9 enfants s'ajoutent à une liste de victimes qui ne cesse de s'allonger, dans un conflit où l'innocence paie un prix toujours plus lourd. C'est un mouvement rare, puissant et profondément humain. Décider de faire entendre leur voix, leur message, refuser que l'on banalise l'aide à mourir et rappeler que leur vie vaut bien autant que celle des autres. Pour ces mouvements pourraient juger certaines existences moins dignes que d'autres. Pourquoi cette inquiétude ? Quels sont les enjeux derrière ce texte? C'est l'enquête du Grand News et elle a été préparée notamment par Bernard de Saint-Exupéry. Avec, vous allez le voir, un témoignage exceptionnel et plutôt bouleversant. Regardez. Des dizaines de personnes en situation de handicap s'apprêtent à manifester. Leur message ? Dire non à une loi qui, selon eux, banalise une idée insupportable, qu'une vie handicapée vaudrait moins qu'une autre. Elles s'appellent Elisa Roras, Céline Boussier, ou encore Élodie Lhuillier. Militante, avocate, écrivaine. Toutes dénoncent le projet de loi sur la fin de vie, qui ouvrirait la voie à une forme d'euthanasie ou d'aide médicalisée à mourir. Pour elles, c'est une pente glissante. Si l'on autorise à aider à mourir, ne risque-t-on pas, un jour, de le proposer à ceux dont la société estime qu'ils vivent mal ? On m'a déjà demandé si je n'avais jamais pensé à me suicider, simplement parce que je suis en fauteuil. Comme si cela allait de soi. En filigrane, un débat éthique majeur, celui du regard porté sur le handicap. Ceux qui militent contre cette loi rappellent que c'est souvent la société par son inaccessibilité, par son indifférence qui rend la vie handicapée insupportable, pas le handicap lui-même. Ce samedi, pour la première fois en France, une manifestation rassemblera uniquement des personnes handicapées, unies contre ce qu'elles considèrent comme une mise en danger de leur droit fondamental, celui de vivre. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à descendre dans la rue aujourd'hui ? Ce qui m'a poussé à venir aujourd'hui, c'est une forme d'urgence. Plutôt vitale si je puis dire. Parce que j'ai l'impression qu'on parle de nous, sans jamais nous consulter. Cette manifestation est inédite. Pourquoi est-il si important que ce soit les personnes handicapées elles-mêmes qui prennent la parole ? C'est important que cette manifestation parte de nous, les personnes concernées. Trop souvent, on parle à notre place. Là, on dit, notre vie a de la valeur. Vous êtes venu protester contre le projet de loi sur la fin de vie. Pourquoi ce texte vous inquiète-t-il autant ? Cette loi me fait peur. Elle ouvre la porte à une aide à mourir, mais sans garantir qu'on nous aide vraiment à vivre dignement. Et ça, c'est dangereux. Les défenseurs de la loi parlent d'un choix libre et encadré. Vous y voyez une pression. Pourquoi ? Le problème, c'est que dans une société validiste, où tout va vite, on peut vite juger qu'une vie diminuée est une vie inutile. On ne veut pas devenir des candidats à mourir par défaut.
Avez-vous déjà ressenti dans votre parcours ce regard pesant que la société porte sur le handicap? Oui, bien sûr. Des remarques, des regards, des silences aussi. Le pire, c'est quand on vous dit, moi à votre place, je préférerais mourir. Selon vous, en quoi cette loi pourrait renforcer cette idée que la vie avec un handicap serait une vie de trop? Ça renforce cette idée terrible, qu'il vaudrait mieux être mort que handicapé. Et ça, ce n'est pas un simple avis, c'est une violence. Ce que vous demandez, ce n'est pas qu'on vous aide à mourir, mais qu'on vous aide à vivre. Concrètement, de quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Moi, j'ai besoin d'accessibilité, de soins, de soutien. Pas de pitié, mais d'égalité. Ce qui rend la vie dure, ce n'est pas le handicap, c'est ce qu'on ne nous donne pas pour vivre avec. Et enfin, quel message vous aimeriez faire passer aux parlementaires, aux soignants, et aux citoyens qui nous regardent ce soir? J'aimerais qu'on arrête de voir notre vie comme un fardeau. On est vivant, on est là, on a des choses à dire, des rêves aussi. Laissez-nous vivre, pas mourir. C'est une panne d'électricité qui a surpris des dizaines de milliers de personnes en pleine soirée à Cannes, mais aussi à Antibes ou Villeneuve-Loubet. 160 000 foyers ont été brutalement plongés dans le noir. En pleine effervescence du festival, l'incident a suscité de nombreuses questions. Ce que l'on sait ce soir, c'est qu'un pylône électrique aurait été volontairement dégradé. Le parquet parle d'ailleurs d'un possible acte malveillant. L'enquête est en cours. Voici les premières réponses dans ce reportage signé Philippine Demongy. Cannes, vendredi soir. En quelques instants, la lumière s'éteint dans plusieurs quartiers de la ville, mais aussi à Antibes, Villeneuve-Loubet et jusqu'aux hauteurs de Grasse. 160 000 foyers privés d'électricité. La panne est massive. Et elle survient en pleine période de festival. Tout s'est coupé d'un coup, les vitrines, la sono, les lampes. On a cru à un attentat au début, tout le monde paniquait, nous dit une passante. Rapidement, Enedi déploie ses équipes. Moins de 2 heures plus tard, la situation est partiellement rétablie. Mais la cause de l'incident reste floue, jusqu'à cette déclaration du procureur de Grasse. Nous privilégions la piste d'un acte volontaire. Un pylône a été sérieusement endommagé à Villeneuve-Loubet, déclare le procureur. Ce pylône, situé dans une zone peu accessible, présente des traces de dégradation. La thèse du sabotage est donc étudiée de très près. Une enquête pour dégradation volontaire est ouverte. Pour les autorités, l'objectif est clair, sécuriser les installations et éviter tout risque de récidive. Une cellule de crise a été activée en préfecture et la surveillance des infrastructures critiques renforcée. Si le courant a été entièrement rétabli dans la nuit, les questions, elles, restent nombreuses. Qui est à l'origine de cet acte et pourquoi viser un pylône stratégique à un moment aussi symbolique? Dans les Alpes-Maritimes, l'enquête s'annonce longue et sensible. Car au-delà du simple incident technique, c'est la sécurité de tout un territoire qui est désormais en jeu. Le président de la République Emmanuel Macron a condamné ce jeudi une attaque antisémite après des tirs à Washington qui ont tué 2 employés de l'ambassade israélienne aux États-Unis. Le président israélien Isaac Herzog, j'ai adressé nos pensées pour les familles et les proches des victimes, a-t-il écrit sur le réseau social X. Et avant de refermer ce journal, une note musicale qui nous fait du bien. Marine Delplace, dite Marine, grande gagnante de la Star Academy la dernière saison, donne de ses nouvelles et des bonnes, puisqu'elles sont excellentes. Son tout nouveau single intitulé « Cœur maladroit » rencontre déjà un franc succès. Un titre à la fois sensible et puissant et plutôt rythmé qui marque un virage prometteur dans sa jeune carrière. Nous, on l'a écouté et franchement, on l'adore. Je vous propose d'en découvrir un court extrait et qui ont déjà, nous avons tous hâte que son nouvel album sorte dans les prochaines semaines. J'ai pas une main d'emploi pour réunir toi et moi, mon amour et mon karma. Il paraît que ça viendra, s'il te plaît, m'en veux pas, j'ai le cœur maladroit. C'est la fin de cette édition. Le Grand News met un terme à l'actualité. On se retrouve samedi prochain pour de nouvelles informations.
D'ici là, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je tenais à vous remercier pour votre fidélité. À samedi prochain.